Alors juste avant de commencer, vérifiez bien que vous avez vu le chapitre 13, parce que la vidéo sur le chapitre 13, c'est une vidéo un petit peu maudite avec le chiffre 13, parce qu'il n'y a que le chapitre 13 dans cette vidéo-là. La vidéo sort le même jour que cette vidéo avec le chapitre 14, 15, 16 que vous êtes en train de regarder, donc vérifiez bien de les regarder dans l'ordre. Salut à tous et bienvenue sur IGTV, on se retrouve pour la suite de Le Lion, fils de la forêt, toujours de chez Mike Brooks. Donc là, on va faire le chapitre 14. Si vous n'avez pas vu le début de ces vidéos, eh bien je vous invite à aller dans la playlist consacrée à ce roman, donc Le Lion. Donc j'ai essayé pour cette vidéo de changer un petit peu de style de narration. Bah, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme ça, moi, ça me permet d'essayer quelque chose d'un petit peu différent. Et puis, bah, vous me direz ce que vous préférez entre la narration un petit peu avant et la narration qui va être présentée ici présentement. Je me permets de vous rappeler que si vous me soutenez sur Tipeee, eh bien vous avez l'incroyable chance d'avoir toutes les vidéos lors en avance, sans publicité et aussi en version podcast. Voilà, directement sur YouTube. Vous avez les liens directement sur la page de Tipeee. Alors, on retrouve le groupe avec le lion, Zabriel et les gardes du lion qui se retrouvent sur une nouvelle planète. Cette nouvelle planète, c'est Avalus. Alors, c'est une planète qui ne se situe pas si loin que ça de Karnas, la planète qu'ils ont quittée. Il n'y a que 10 années-lumière entre eux. Donc, ils se font, eh bien, au fur et à mesure, escorter vers, eh bien, les dirigeants de la planète. Alors, ça va être un parcours un petit peu laborieux, surtout pour le lion, mais le lion garde, eh bien, son calme, n'exige rien, et simplement, eh bien, très rapidement, il va se présenter, dire « Je suis le lion, je suis le primarque des Dark Angels, amenez-moi à votre supérieur ». Et de fil en aiguille, de supérieur en supérieur, il va réussir à arriver devant le grand commandeur de la planète. Alors, pendant ce cheminement, on a eh bien, les pensées de Zabriel. Et Zabriel, dans un premier temps, eh bien, se fait la réflexion de ce que seraient devenus les primarques si la guerre de l'humanité avait pris fin, si enfin l'empereur avait réussi à unifier toute la galaxie sous le joug de l'Imperium. Eh bien, que serait-il devenu? Alors, on imagine forcément Roboute Guilliman être à la tête de ce qui peut se traduire maintenant par l'Adeptus Terra, c'est-à-dire tout ce qui est administration. On peut imaginer aussi que Magnus aurait pu suivre en fait la voie de son père et avec l'empereur explorer les secrets du Warp. On imagine aussi très bien que Ferrus Manus peut-être aurait pu aller voir les prêtres de Mars et découvrir des secrets technologiques ou inventer des choses incroyables. Mais malgré tout, dans ce petit jeu-là, Zabriel a quelques doutes sur certains des primarques, en commençant par Angronde. Angron, donc, lui qui est le parangon de la colère, de la haine, de la rage, en fait, il le voit très peu, en fait, il ne voit pas quelle pourrait être sa place dans une galaxie où la guerre aurait disparu. Alors heureusement, on est au 41e millénaire, une galaxie où il n'y a que la guerre, et sa place est toute trouvée, mais voilà, si jamais l'Imperium avait triomphé, eh bien, que serait devenu Angron? Au final, eh bien, il se dit qu'il est impossible quasiment qu'une galaxie puisse être en paix si Angron la parcourt. Il n'y a pas qu'Angron, hein, il pense aussi à Mortarion, Mortarion qui est un être très noir en fait, qui sans doute ne conviendrait pas à une époque de paix. La même chose pour Leman Russ, même si Leman Russ est un homme de bien, on va dire qu'il était du côté des loyalistes, eh bien il aime tellement se battre, c'est un peu le seul plaisir de sa vie, que l'imaginer sans relever des défis, sans être dans l'adversité, ce serait très compliqué pour lui. Un autre personnage comme Hante la Nuit, hein, donc le primarque des Night Lords, eh bien lui, quelle serait sa place? Quelle serait aussi la place de ses enfants, de ses fils dans une galaxie en paix? Eh bien, c'est très difficile. Alors, on ne va pas rester que sur les primarques qui sont passés du côté chaotique, parce que Fulgrim, lui, quant à lui, eh bien, on peut aussi l'imaginer comme étant au parangon des arts de l'humanité et pousser toujours plus loin la perfection, le perfectionnement même de l'art humain sur des extrêmes encore jamais atteints. Donc, voilà, il y a différents chemins qui peuvent mener. On a des primarques et loyalistes qui auraient du mal à vivre dans une galaxie sans guerre, et la même chose du côté des primarques qui sont passés du côté du chaos, qui au contraire, eux, pourraient apporter vraiment un rôle très prépondérant pour le développement encore de l'humanité.
Alors, qu'en est-il du lion, vous allez me demander? Eh bien, le lion, lui, eh bien justement, Zabriel le compare justement à Leman Russ et à Angron. Donc, Angron, lui, c'est la colère incarnée, il a besoin d'exprimer sa rage. Par contre, Leman Russ, lui, c'est un petit peu différent, il a besoin d'être dans cette situation de défi et de tester sa force. Le lion, lui, c'est encore autre chose, il est le chevalier combattant, le chevalier qui défend l'humanité. Maintenant, quelle serait sa place s'il n'avait pas à défendre l'humanité? Parce que lui, il ne se bat pas par besoin en fait, mais il se bat par nécessité. Il a ce rôle, le protecteur de l'humanité. C'est un rôle qu'il tient aussi maintenant dans le 41e millénaire. Ce rôle peut-il survivre si l'humanité n'a pas besoin de protecteur? Eh bien, pour Zabriel, côtoyant le lion depuis quelque temps dans les forêts justement, eh bien, il a le sentiment que l'esprit, aussi puissant qu'il soit du Primarque, ne résisterait pas à cet état de fait, c'est-à-dire une galaxie dans laquelle on n'a pas besoin de sa protection. Et pendant que Zabriel est justement dans ses réflexions sur le devenir des Primarques, eh bien, les gardes du lion, eux, pour eux, c'est un petit peu plus difficile, forcément. Donc, ce ne sont pas des post-humains, ce sont simplement des humains. En plus, ils ont connu la reconquête de leur planète. Mais malgré tout, ils arrivent dans un monde qui est protégé, qui n'a pas succombé au chaos, malgré la cicatrice malédictum. Et c'est quelque chose qui pèse un petit peu sur leurs épaules. Alors déjà, premièrement, ils ne sont plus sur leur planète, et a priori, c'est la première fois qu'ils voyagent dans un autre monde, donc déjà ça c'est assez déstabilisant, surtout qu'on passe d'un monde plutôt verdoyant, avec des forêts qui ressemblent un petit peu à Caliban, à un monde plus désertique, avec quelques oasis, d'ailleurs là où ils apparaissent c'est à côté d'une oasis, mais le monde est plutôt désertique, donc c'est vraiment déstabilisant pour eux. Malgré tout, et c'est là qu'il y a des choses qui changent énormément sur le personnage du lion, eh bien ils se font raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces différentes années depuis l'ouverture de la cicatrice, et eh bien ils annoncent qu'ils n'ont subi aucune invasion, c'est-à-dire que la flotte en orbite a toujours arrêté le chaos, les boucliers ont toujours permis qu'il n'y ait aucune invasion, et c'est quelque chose qui pèse en fait sur la garde du lion, parce que les gardes du lion, eux, viennent d'une planète qui a été conquise par le chaos. Alors certes, ils ont réussi à la reprendre grâce au lion. Donc c'est une situation où ils sont un petit peu maussades. Et là, encore une fois, je dis quelque chose qui change énormément, c'est que le lion prend conscience de ça et tout simplement en fait il dit vous avez sur la planète Avalus, vous avez réussi à stopper les évasions du chaos, c'est très courageux, bravo à vous, je vous félicite et je me réconforte, je suis très content que vous ayez réussi à vous défendre. D'ailleurs on ne peut pas en dire moins des habitants de la planète de Carnasse, parce que eux, même s'ils ont combattu vaillamment, aussi vaillamment que vous, eh bien malgré tout ils ont succombé à cette épreuve, mais ils ont su se relever et reconquérir en fait leur planète. Et en ça, c'est incroyable de détermination. Et là, c'est là où Zabriel prend conscience à quel point justement le lion a évolué. Et alors, il n'a jamais été connu comme étant un grand orateur, ni encore moins un diplomate. C'est quelqu'un qui a toujours été fermé, assez austère, et qui avait juste l'habitude de donner des ordres et d'être obéi, tout simplement. Aucune justification, ça n'a jamais été la façon de fonctionner du lion. Mais là, il s'aperçoit, Zabriel s'aperçoit que le lion, eh bien, a perdu un peu de ce côté teigneux, et que maintenant il prend, il prend sous son aile un petit peu les humains. Au-delà de simplement les protéger, il fait attention bien sûr à leurs conditions physiques, c'est là où je veux en venir, les protéger physiquement, mais les protéger aussi mentalement, et faire attention à l'équilibre, on va dire, de leurs sentiments, et le fait justement que les gardes du lion, eh bien, se sentent un petit peu, comment dire, plus faibles que les habitants de la planète Avalus, eh bien, ils les remontent dans leur estime en disant oui, certes, ils ont perdu, mais regardez, ils ont reconquis leur monde. Et c'est quelque chose qui même impressionne les habitants d'Avalus, parce que pour eux, ils réussissent à survivre parce que le chaos n'a pas réussi à poser les pieds sur la planète. Et on imagine bien qu'à partir du moment où les défenses spatiales sont tombées, les boucliers sont tombés, eh bien, le chaos aurait triomphé de la planète. Et le fait de reprendre cette planète malgré tout, c'est quelque chose qui les impressionne et qui rééquilibre un petit peu comme ça l'échelle de valeur et tout simplement le moral de ces troupes. Alors bien sûr, tous se posent malgré tout la question de pourquoi sont-ils arrivés là, et surtout comment sont-ils arrivés là, parce que pour rappel, ils étaient simplement en train de suivre le lion qui avançait dans une forêt, et tout d'un coup cette forêt s'est éclaircie et ils sont arrivés devant cette oasis et ils sont
sur une nouvelle planète. Alors, forcément, bon, le lion est un petit peu troublé, mais lui, il s'est éveillé en fait dans cette idée qu'il voyage comme ça à travers les endroits, donc il a toujours été très pragmatique. Maintenant, eh bien, il est obligé d'accepter les choses. Il est obligé d'accepter qu'à un moment donné, il se trouvait dans ce qui semblait être Caliban. On ne pouvait pas être plus proche de Caliban, alors que Caliban a été détruite, il le sait. À un autre moment, il était sur cette planète de Carnasse, forcément, parce qu'il a trouvé Zabriel. Et à un autre moment, maintenant, il se trouve sur la planète d'Avalus. Donc c'est quelque chose pour lui qu'il accepte, en fait, même si ça va contre son esprit très pragmatique, c'est quelque chose qui, forcément, il doit se rendre à l'évidence. Il voyage à travers l'espace en passant par des forêts. Et c'est la même chose pour Zabriel. Alors pour Zabriel, qui est un post-humain, c'est peut-être un petit peu plus facile d'appréhender les choses, parce que forcément, il a un socle émotionnel qui est beaucoup plus stable, mais lui-même se rend compte de la force de caractère, justement, des gardes du lion, qui ne sont que des humains, même si c'est l'élite des humains, eh bien, eux ne montrent pas en fait qu'ils sont déstabilisés. Alors pourquoi? Eh bien, là aussi, Zabriel insiste sur l'utilité des primarques, non pas seulement en tant qu'arme de guerre, mais aussi parce que les primarques, alors il les compare à des étoiles. Il dit, telle une étoile, en fait, le primarque, eh bien, il illumine tout ce qu'il y a autour de lui. Et aussi, il a une énorme gravité. Alors, gravité dans le sens attraction, c'est-à-dire que, bien entendu, tout le monde va se rassembler autour du primarque. Le primarque va réussir à les unir et à faire rayonner, en fait, sa connaissance, sa force de caractère. Et bien sûr, hormis l'empereur, on est sur les personnes qui peuvent le plus galvaniser, en fait, l'esprit combatif humain, rassembler les énergies et faire en sorte que, eh bien, autour de lui, les gens gardent le moral, gardent la foi. Alors, pas la foi au sens religieux, mais la foi dans le sens j'ai foi en cette personne. Ils ont foi en Lyon L. Johnson qui va pouvoir les guider et qui va aller au bout de sa mission. Alors, on revient sur le côté justement religieux. Donc, Zabriel nous parle un petit peu de la perception que peut avoir le lion vis-à-vis de la religion impériale. Alors, il se garde bien de faire le moindre commentaire, c'est-à-dire que Lionel Johnson reste impassible. Il ne va ni dénigrer, ni donner des commentaires positifs, il va rester impassible. Mais Zabriel, lui, qui a une capacité d'analyse un petit peu plus fine, eh bien, voit bien, et comme il connaît le lion depuis très longtemps, on se rappelle que ça a été son primarque, et qu'autant des Dark Angel, autant d'avant les Résaurus, forcément, il a été habitué à être avec lui, donc il a une meilleure lecture du personnage. Eh bien, il se rend compte à quel point c'est détestable, mais il se rend compte à quel point le lion prend sur lui et garde en fait son air impassible sans juger aucunement de la religion et du côté déifique en fait qu'on peut lui donner, parce que forcément pour les humains du 41e millénaire, Lionel Johnson c'est un demi-dieu, donc un demi-dieu ça veut bien dire qu'il y a une vénération, et cette vénération, eh bien le lion l'accepte sans la rechercher, bien évidemment, ça va contre, j'allais dire, sa propre religion, mais il l'accepte simplement, eh bien, pour faire bonne mesure. Alors je vous ai dit que ce groupe, avec Lionel Johnson à sa tête, eh bien, se trouvait mené de chefs en supérieur et allait se retrouver tout en haut de l'échelle de commandement de la planète. Alors c'est une planète où il a appris en fait que tout ce qui était strate de commandement impérial, eh bien, avait quitté tout simplement la planète quand la cicatrice Maïdetum s'était ouverte, et que forcément la loi martiale avait été déclarée, et que de fait la maréchale Araj, qui était à la tête des forces militaires, s'est retrouvée de fait à la tête de tout le système, et c'est elle qu'on va emmener voir pour Lionel Johnson. Donc Lionel Johnson, eh bien, voit un petit peu ce phase, donc on arrive sur un palais qui se trouve n'être pas dans les standards de l'humanité, en tout cas de l'humanité du 41e millénaire. Et c'est là aussi où Zabriel a une petite note en fait un petit peu poétique sur justement cette architecture, et il voit ce palais et il se dit c'est à ça que l'humanité peut être amenée si elle n'est pas contrainte par les lois de l'impérium, par la formatisation de tout ce qui est structure impériale moderne, les adblocs tout simplement. Là on a l'expression en fait de quelque chose qui est juste artistique et non pas simplement fonctionnel, alors que la plupart du temps tout ce qui est construction militaire ou ce genre de choses, même dans l'impérium, c'est uniquement fonctionnel. Soit c'est fonctionnel pour représenter le côté divin de l'empereur, donc oui certes c'est artistique, mais ça a une vocation en fait, c'est fait pour mettre en avant le côté divin de l'empereur, soit c'est juste fonctionnel
pour eh bien, mettre le plus d'habitants possible, de les parquer un peu comme des lapins. Et là, on se trouve devant quelque chose qui a juste une vocation artistique. C'est-à-dire que le but, c'est d'élever un peu l'esprit et de trouver ça simplement joli. Alors une chose qui étonne Zabriel, c'est que quand ils arrivent devant la maréchale à Rage, eh bien, elle les attend directement devant les portes et pas au sein de sa citadelle, pas derrière toute une rangée, une batterie de défense. Alors, elle a simplement une garde d'honneur, mais bon, rien qui puisse arrêter un simple Space Marine et rien qui puisse arrêter Lionel Johnson. Et de toute façon, Zabriel doute que sur la planète, il y ait quelque chose qui soit en mesure d'arrêter son Primarque. Et simplement, il fait remarquer au lion, il lui dit mais elle est un petit peu naïve, non? Pourquoi elle se présente comme ça devant vous? Et en fait, le lion lui répond simplement, non, c'est pas la naïveté, c'est simplement l'espoir. L'espoir qu'elle vienne, l'espoir qu'on peut lui apporter directement. Et Zabriel de répondre, oui, mais souvent mon Primarque, dois-je vous rappeler que cela va de pair? Et Lionel Johnson de répondre, non, je sais mon fils, je sais que les deux choses sont très liées. Donc ça, c'est un passage qui est assez marquant parce qu'il y a ce côté assez grave de l'espoir au 41e millénaire, ou même pour des personnes qui viennent de l'hérésie de Russe, c'est quelque chose qui reste teinté de désillusion en fait. Forcément, il faut être faible pour avoir de l'espoir. Et ça, cette notion ne s'apparente donc pas forcément qu'au 41e millénaire, parce que oui, au 41e millénaire, quand vous lisez votre bouquin de Warhammer 40 000, votre livre de règles, vous avez toujours des petites phrases comme ça qui vous disent « l'espoir est la ressource des faibles, mène à la défaite », ce genre de choses, alors que pour tous ceux qui viennent de cette époque du 30, de l'hérésie de Russe, hein, le lion et puis Zabriel, eux aussi, malgré tout, ont cette vision des choses, donc comme quoi ce n'est pas symptomatique uniquement du 41e millénaire. Alors le lion descend directement du véhicule sans attendre qu'on l'y invite et s'approche de la maréchale en disant « Je suis Lionel Johnson, fils de l'empereur, primarque des Dark Angels ». Et dans son ton, en fait, on sent une certaine force, une noblesse, mais pas de ton impérieux. C'est simplement une présentation. Et c'est vrai que la maréchale, en fait, a une attitude un petit peu étrange, parce qu'on l'imagine bien comme étant comme tous les dirigeants militaires, c'est-à-dire elle passe son temps à aboyer des ordres, à donner des injonctions, à faire des sacrifices. Et là, en fait, on voit dans son regard qu'il y a comme une révérence, un peu une crainte, et en fait on la compare à une petite fille qui s'approcherait en fait d'un tigre, ou d'un lion en l'occurrence, où on lui dirait « mais non, mais t'inquiète pas, ce fait-là n'est pas dangereux, il va pas te faire de mal », mais elle a quand même un petit doute, parce qu'elle se trouve bien sûr devant ce qui se fait appeler un primarque, mais est-ce qu'elle en a la preuve? Elle, pour l'instant, bien sûr que non. Ça peut être une entourloupe en fait de l'ennemi, c'est-à-dire un subterfuge. Comment savoir si vraiment les gens qui se présentent à eux, eh bien, sont un primarque, sont ce qu'ils disent, étant donné que bien sûr les primarques ont disparu depuis très longtemps. Alors il y a eu le retour malgré tout de Roboute Guilliman, donc c'est quelque chose qui peut s'accepter en fait beaucoup plus facilement, parce que quand ça fait 10 000 ans que les primarques loyalistes ont disparu et qu'il y a le retour de Roboute Guilliman, c'est difficile à entendre, mais en même temps Roboute Guilliman, il a été accompagné des ultramarines, d'une force militaire. Là vous avez juste un unique personnage, et cet unique personnage dit « je suis aussi un primarque ». Et donc, elle a l'espoir, malgré tout, encore une fois, et elle lui dit « mais si vous êtes vraiment qui vous êtes, eh bien c'est un énorme miracle, mais cependant, les miracles n'existent pas, ou pas pour nous. Donc, juste avant, j'aimerais qu'on vérifie quelque chose. L'oracle Chavard est l'un de mes lieutenants, ainsi que mon conseiller, poursuivit la maréchale. Il nous a aidés à trouver la vérité en de nombreuses occasions. Si vous n'y voyez pas d'objection, il va simplement analyser votre esprit. » Et en fait, on sent dans le regard de Lionel Johnson, son attitude, que c'est quelque chose qui est inacceptable. Alors, on se rappelle que Lionel Johnson, encore une fois, a été habitué à toujours donner des ordres sans jamais être mis en question et à être eh bien, entouré de secrets. Même pour ses fils les plus fidèles, quand il était au sein de la Légion des Dark Angels, il avait pour habitude d'avoir ses propres secrets, de se faire obéir quoi qu'il arrive et qu'on remette surtout jamais en question eh bien, ses ordres ou ce qu'il est en train de faire. Et là, eh bien, se retrouver dans cette situation où un simple humain, quand bien même est-il un psycheur, s'approche pour essayer de sonder son esprit. Vous imaginez, sonder l'esprit du primarque de Lionel Johnson? Eh bien, on sent que c'est très difficile pour lui. Alors, Chavard se rapproche et dit assez maladroitement « Mes talents psychanins ont été validés par Terra elle-même !» Et le lion de répondre « Terra elle-même !
Mon père a banni le recours à tel pouvoir pendant la Grande Croisade. Nous avons abrogé cet édit uniquement quand la situation l'exigeait cruellement et pour des esprits extrêmement disciplinés, des soldats, des légionnes Astartes. Donc c'est un moment où la tension augmente un petit peu, on voit que Haraj commence à perdre un petit peu son sang-froid, se trouve un petit peu déconvenu. Zabriel lui commence à préparer ses pistolets bolteurs au cas où ça se passe mal, mais il sait que de toute façon c'est la seule façon d'avancer et que lutter ne serait pas la bonne solution. Donc il prend la peine de s'adresser au lion, à son primarque, et de lui dire « Monseigneur, faites amende honorable et comprenez-les, en fait, vous vous présentez devant eux en disant que vous êtes le primarque alors que rien ne peut leur prouver, vous pouvez tout simplement être un agent du chaos en train de s'infiltrer, donc essayez d'aller dans leur sens. Et puis tout simplement, c'est ce qui nous sépare en fait de la prochaine étape. Si Haraj vous reconnaît, vous aurez accès aux ressources de l'Imperium sur ce monde. Et le lion, on voit qu'il a un petit rictus, ça tique, mais il accepte quand même. Donc il accepte que le psycheur vienne dans son esprit, mais non sans quelques mises en garde. Accomplis ton office, oracle, mais sache une chose, rares sont ceux avec qui je partage mes pensées. Et je verrai d'un très mauvais œil que tu t'attardes un peu trop longtemps ou que tu sondes mon esprit plus profondément que nécessaire. Donc l'oracle bien sûr reprend ses esprits, se sent un peu soulagé et concentre en fait sa conscience pour la projeter vers Lionel Johnson. Alors on voit qu'il y a quelques battements de ses yeux à l'intérieur de ses orbites et tout d'un coup il se met à convulser, il tombe à genoux et il y a une sorte de cri silencieux qui sort de sa bouche et les autres viennent pour l'aider mais il les repousse en disant non, c'est bon, c'est bon. Et il regarde Lionel Johnson en disant ça ne fait aucun doute. Nous sommes devant le fils de l'empereur, nous sommes devant Lionel Johnson. Et là on a un moment un peu de stupeur, Haraj ne dit rien, Zabriel ne dit rien, personne ne dit rien, et tout d'un coup, des vivas, des hola et des cris de joie tout simplement parce que la tension était à son comble et ils se sont tous libérés. Ils sont dans une situation où dans les faits rien n'a changé, le chaos est toujours là mais ils sont avec un primarque. Ils sont avec Lionel Johnson, le primarque des Dark Angels et on ne peut espérer une aide un peu plus suffisante pour contrecarrer les forces du chaos qu'un des primarques, un des fils de l'empereur retrouvés. Donc c'est la joie, l'allégresse, même la maréchale qui garde un peu le plus de contenance, on voit qu'il y a des larmes qui coulent de ses joues et elle sent en fait que la situation peut changer, que les choses peuvent évoluer et enfin il voit un petit peu le bout du tunnel parce qu'il faut les imaginer, vivent depuis l'ouverture de la Cicatrice Maledictum dans l'Imperium Nihilus, c'est-à-dire dans une zone où il n'y a plus aucun contact avec l'Imperium, donc avoir ne serait-ce qu'un contact avec les forces extérieures et encore plus le retour d'un primarque sur leur sol pour les aider, c'est quelque chose de vraiment incroyable et on sent toute la joie et l'allégresse qui se répand avec les vivas et les hola. Donc la maréchale Haraj s'agenouille devant le primarque et dit « Monseigneur, la planète Avalus est à vous. » « Non, cette planète n'est pas à moi. » rétorque Lionel Johnson. Ce qui étonne Haraj, et Haraj se dit « Mince, peut-être que je n'ai pas fait ce qu'il fallait, peut-être qu'il s'attendait à plus, peut-être que je dois lui présenter mes excuses pour avoir sondé son esprit, pour avoir osé douter de lui. » Et le lion la rassure simplement en disant « Non, ça reste votre planète. Je ne suis pas là pour prendre le pouvoir, je suis là pour vous défendre et je suis là pour accomplir ma mission, défendre l'humanité et pour cela, je demande simplement que vous me concédiez le commandement des forces militaires de la planète afin que, simplement, encore une fois, je fasse mon devoir de protéger l'humanité. Et pour la maréchale Haraj, elle vit quelque chose que presque aucun humain n'a vécu. Pourquoi? Tout simplement parce que elle est à la tête des forces militaires, même de tout le secteur, étant donné qu'on est dans la loi martiale. Donc elle est la dirigeante de plusieurs mondes, elle doit céder ceci à une personne qui arrive, mais elle le cède à un primarque. Premièrement, donc ça c'est assez déstabilisant, mais elle s'était préparée à peut-être tout perdre contre les forces du chaos, donc c'était pas ça qui la rend si incroyable. Ce qui la rend si incroyable et si étonnée, c'est que le primarque lui demande. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas un ordre. Le primarque ne prend pas les choses, le primarque lui demande d'avoir ses forces.
Donc bien sûr, elle accepte avec grande joie et en fait Zabriel voit que dans son regard, il y a aussi le soulagement de ne plus tenir l'existence du secteur, le destin de toutes ces milliards d'êtres humains entre ses mains. Ceci va aller vers des épaules beaucoup plus larges, celle de Lionel Johnson. Et Lionel Johnson, leur dit simplement, donc je ne veux aucun faste, je ne veux aucune cérémonie de retour, simplement le plus efficacement possible, réunissez l'état-major pour que je puisse réorganiser en fait la défense. Et là, il le fait aussi avec beaucoup de diplomatie parce que on nous dit qu'à chaque fois, il réorganise les choses, il remet telle position en place, telle stratégie en fait de défense, tout en louant en fait ce qui a déjà été fait en disant ah oui c'est vraiment très bien, vous avez fait un excellent travail. Maintenant par contre on va quand même aller là, mais en fait il prend la peine de considérer tout le travail qui a été fait par les habitants d'Avalus jusqu'à présent, et c'est là où Zabriel voit à quel point, encore une fois, son Primarque a changé et à quel point, avec le passage du temps, c'est là aussi où Zabriel dit simplement, le Primarque a vieilli. Alors même si Lionel Johnson se considère affaibli, il a moins de force physique, avec l'âge, il a pris aussi de la maturité ou du recul. C'est à vous de voir, c'est à chacun de juger, mais en tout cas, tout ça lui permet de voir les choses un peu différemment et surtout d'avoir un petit peu plus d'empathie envers ceux qu'il s'est juré de défendre, à savoir l'humanité. Alors après que Lionel Johnson ait réorganisé le côté militaire, il demande aussi, est-ce qu'il y a des Space Marines dans cette zone? Est-ce qu'il y a des Space Marines proches? Est-ce qu'on peut contacter en fait certains chapitres? On lui répond que non, il n'y a aucune présence de Space Marine. Et c'est à ce moment-là aussi que Zabriel vient poser la question en fait au lion et lui dire, mais au fait, Monseigneur, que fait-on de Carnasse en fait? Parce que lui était le protecteur de ce monde. Alors certes, il a réussi à protéger les humains contre le chaos, il n'a pas été jusqu'à les libérer, ça c'est Lionel Johnson qui l'a fait, mais malgré tout, il a juré allégeance au monde de Carnasse. Il a jugé à tous les humains, tous les habitants de ce monde, de les protéger. Et là, il se trouve emmené avec le lion dans une guerre à grande échelle, et que va-t-il advenir de Carnasse? Donc le lion dit, ne t'inquiète pas, on va envoyer quelques vaisseaux, étant donné que la planète est proche, on va pouvoir envoyer des vaisseaux en garnison pour ne pas les laisser simplement à leur sort. Parce que Zabriel se rappelle ce que c'était que la Grande Croisade. La Grande Croisade, quand on était un Space Marine, l'humanité ou les planètes, tout simplement, ce n'était que des identifiants, des numéros. Ils étaient là dans un seul but, libérer la planète, et après, on passe à la mission suivante. Prochaine planète, et tous les habitants étaient laissés à leur sort et pouvaient se faire réenvahir et ainsi de suite, et c'était un cycle un peu sans fin de libérer et de toujours aller en avant, mais il n'y avait pas cette notion de s'attacher vraiment aux habitants d'une planète. Et là bien sûr Zabriel, comme il a passé beaucoup de temps, c'est genre je sais pas combien on peut imaginer d'années, mais peut-être qu'une quarantaine d'années, voire un peu plus, sur ce monde, à les défendre, il a envie de continuer dans cette mission là. Et il y a aussi autre chose, donc il dit au lion, Monseigneur, j'aimerais retourner aussi avec ces vaisseaux sur Carnasse pour accomplir ma mission, mon devoir. Mais il y a aussi autre chose en fait, et il avoue aussi que, Monseigneur, je sais que vous avez besoin des Space Marines, et vous allez sans doute retrouver vos fils, les Dark Angel. Il avoue, j'avoue que rencontrer mes petits frères, c'est amusant d'ailleurs la façon dont il le dit, avec ce côté un petit peu enfantin. J'ai pas envie de retrouver mes petits frères parce que je pense que même avec vous à mes côtés, ils n'iront jamais au-delà de leur haine envers la traque des déchus, et je pense qu'ils vont me torturer jusqu'à me faire avouer je ne sais pas quoi, même si je suis pur, et vous le savez, Monseigneur. Donc je pense que c'est même mieux pour vous, vous n'aurez pas à vous expliquer. Les Dark Angel vont plus vous accepter si je ne suis pas là. Donc laissez-moi retourner sur la planète de Carnasse. Alors c'est quelque chose qui est assez important aussi, parce que Lionel Johnson le regarde avec un air sévère et il lui dit oui, mais si je t'ordonne de rester là. Et là Zabriel, c'est vrai qu'il est décontenancé parce qu'il ne sait pas quoi penser. Est-ce que c'est vraiment une question? Est-ce qu'il doit répondre? Parce qu'on est dans une situation où, là, il est avec Lionel Johnson. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'il le suit, non pas parce que c'est son primarque, non pas parce que c'est son chef militaire, mais parce qu'il a décidé de l'aider. C'est un choix volontaire de sa part. Zabriel a choisi d'aller avec le lion, et il n'a pas simplement obéi à un ordre. Et là, donc, quel est le point en fait de cette chose-là? Tout en sachant aussi que ce qui pèse dans la balance, c'est que Zabriel a passé une éternité presque à haïr Lionel Johnson, parce qu'il a l'image de ce primarque
qui revient et qui tue tous ses frères, qui tue son monde d'origine, qui détruit la planète de Caliban. Et cette rage indicible, en fait, chaque nuit, il repensait au visage de Lionel Johnson. Et c'est quelque chose qui refait un petit peu surface, même si, bien entendu, la proximité, alors on va pas aller jusqu'à l'amitié, mais le lien qui se tisse entre lui et le lion depuis son retour, le fait qu'il redécouvre un peu la galaxie telle qu'elle est en millénaire, guidée par Zabriel, eh bien ça crée un lien quand même entre eux. Eh bien il a peur en fait que ce lien à un moment donné disparaisse sous la haine, que la haine puisse revenir, et il se dit, restons sur de bonnes bases, je vais pas aller non plus me frotter au Dark Angel, je pense que je pourrais pas forcément m'en sortir, donc autant retourner et bien accomplir en plus ma mission, ce vers quoi je me suis engagé avec les habitants de Carnasse. Et donc pour répondre à la question, parce que répond, eh bien le lion ne le laisse pas répondre et répond directement, mais de toute façon mon ami Zabriel de Terra, il n'appelle pas Zabriel d'Archangel, Zabriel de Terra, je n'ai plus d'ordre à te donner, tu es libre. Tu fais ce que tu veux, mais malgré tout, j'ai une mission pour toi. Alors, quelle va être cette mission? Tout simplement, quand ils venaient sur la forteresse, eh bien, ils ont vu une zone sombre où il y avait un vaisseau qui s'était écrasé, et donc on leur a expliqué que malgré toutes les défenses orbitales, une seule fois, un vaisseau avait touché la planète, il s'était écrasé là, mais on n'avait retrouvé aucun survivant. Donc, que ce soit des forces loyalistes ou chaotiques, on ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, on n'a retrouvé aucun corps. Et donc, Zabriel ne voit pas vraiment où il veut en venir, mais il trouve ça quand même un petit peu louche, parce que forcément, si c'était des forces loyalistes, eh bien, elles se seraient présentées aux instances dirigeantes de la planète pour venir prêter main forte. Si c'était des agents chaotiques, eh bien, forcément, il se serait passé quelque chose. On aurait eu des sabotages, des missions d'embuscade, des choses un petit peu plus directes, et pourtant ça fait vraiment plusieurs mois, presque une année, qu'il ne s'est rien passé, donc il y a une troisième possibilité. Et cette troisième possibilité que le lion évoque, c'est quelqu'un qui n'est ni loyaliste, quelqu'un qui n'est non plus renégat, mais quelqu'un qui cherche à se cacher. Et quelqu'un qui cherche à se cacher, ça peut être un des déchus, un des frères de Caliban, un des frères de Zabriel. Alors Zabriel doute un petit peu quand même, il se dit mais mon seigneur, la probabilité qu'on ait un autre déchu sur cette planète, elle est vraiment extrêmement faible. Donc Lionel Johnson a déjà rebondi sur le terme déchu et le trouve un petit peu trop mélodramatique. Pour lui c'est juste un de ses fils de Caliban, mais il va plus loin et se dit j'ai été guidé jusqu'à toi Zabriel, j'ai été guidé dans cette forêt. Il y a deux possibilités, soit mon destin était de te rencontrer et quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas faire autrement que de te rencontrer, ou soit quelqu'un m'a guidé et quelqu'un est en train de me guider pour retrouver mes enfants déchus, mes fils de Caliban, pour reformer eh bien, la Légion des Dark Angels, ou en tout cas cette force m'amène vers les déchus parce que la première personne que j'ai rencontrée, c'est toi Zabriel, c'est vers toi que j'ai été emmené et de fait il y a de fortes chances que ce soit aussi le cas ici. Et il y a aussi de fortes chances que voilà, les actions qui se déroulent eh bien, soient alors la volonté d'une force ou de peut-être le pouvoir de sa propre volonté, je ne sais pas. Il n'y a pas encore une fois de côté comment dire, divin dans les choses ou de côté c'est la destinée, mais en fait Lionel Johnson a appris une règle très importante, c'est que parfois, aussi pragmatique qu'on soit, il faut simplement écouter ses impulsions et écouter son instinct. Et son instinct lui dit que Zabriel devrait rester ici, tout simplement pour retrouver son frère déchu. Et voilà, fin de ce 14e chapitre que j'ai trouvé très intéressant parce que on change de spectre, on est sur une planète où eh bien, on passe en mode un peu guérilla, le lion voilà, lutte un petit peu seul, alors il retrouve un de ses enfants déchus, justement Zabriel, mais là on passe à une toute autre forme parce que là maintenant, eh bien, il a en sa possession toute la force de l'Imperium qui est sur une planète. Alors on n'a pas encore accès au Space Marine, hein, ça me rappelle un petit peu tous les jeux où on a une évolution, hein. D'abord vous êtes tout seul, après vous trouvez un coéquipier, ensuite vous avez une armée de la garde impériale, vous avez la garde du lion, bon, la garde du lion des humains c'est pas forcément le plus épique, mais en tout cas on a cette montée en puissance, et là eh bien, il a tout un secteur, parce que je vous rappelle que c'est pas simplement la planète, mais tout le système solaire en fait, enfin tout le système planétaire est militarisé plus ou moins, donc ça lui fait eh bien, des milliards d'êtres humains à diriger, et pas encore une fois à diriger, parce que ça c'est aussi important,
il y a cette notion que le lion n'a aucune volonté de diriger. Il a juste la volonté de protéger. Encore une fois, Zabriel insiste beaucoup dessus, et ça c'est un élément hyper important, c'est qu'il insiste sur le fait que le lion, c'est sa seule raison d'être, et que c'est ce qui le définit, et que dans une galaxie qui serait en paix, où il n'y aurait pas d'humains protégés, eh bien, l'esprit du lion peut-être se retrouve vraiment affaibli au point de disparaître. Donc il a envie d'accomplir cette mission et il va rassembler justement toutes les forces. Alors vers quoi ça va nous emmener ? Là, je me pose la question, on n'en sait pas beaucoup plus. Je pense qu'on va s'acheminer vers une guerre avec les 10 000 dieux, hein. Ça c'est assez évident. Mais en tout cas, c'est assez intéressant aussi de voir encore une fois l'évolution du personnage de Lionel Johnson qui est passé d'un être taciturne à un être un petit peu plus ouvert avec de l'empathie. Et de l'empathie pour un Primarque, c'est quasiment inédit, hein. Bon, j'exagère un petit peu, mais en tout cas, sur Lionel Johnson, c'est la première fois qu'on a le personnage qui est présenté, en tout cas de cette façon-là. Bon, bien sûr, dans ce roman, on a déjà eu quelques petites brides de cette empathie qui existe, mais voilà, retrouver ce personnage avec ce désir de bien faire, de ménager la susceptibilité des gens, et puis surtout de faire attention, parce que bien sûr, il aurait pu simplement être ce qu'il était, enfin pendant l'hérésie de Horus, c'est-à-dire simplement tu n'as pas su défendre ton monde, c'est ta faute. Voilà, là, il prend soin de dire tu n'as pas su défendre ton monde, mais tu as résisté autant que possible, et tu as réussi à le reprendre surtout. Et ça, il faut le mettre aussi en avant, et que le Primarque prenne le temps et la peine surtout de présenter ça pour que sa garde du lion se sente un peu du baume au cœur, alors que ça va rien changer pour lui, il n'a pas besoin du tout de ces 10 humains qui sont en train de le protéger avec leurs fusils laser. Mais pourtant, c'est important pour lui, il prend la peine de le faire, c'est vraiment très important, je trouve, pour le personnage. Voilà, donc, eh bien, c'est reparti. On se retrouve pour le prochain chapitre. Alors dans le chapitre 15, on revient du côté des 10 000 yeux et on va vous présenter un petit peu plus en profondeur qui ils sont. Donc déjà, présentation du vaisseau amiral, c'est la lame de vérité. C'est une ancienne barge de bataille qui appartenait avant au Ashen Blade, qui a été réquisitionné par le seigneur Serafax, et au fur et à mesure, eh bien, il a rallié à sa cause tout un tas de seigneurs de guerre. Donc on parle bien sûr de Markog, qui avait fait le serment quand il était dans le Warp, quand il avait été envoyé dans le Warp, de ne plus jamais servir et de ne plier le genou devant personne. Et c'est assez amusant parce que Baylor se dit pourtant, malgré ce serment, il est quand même au service de Serafax, et au-delà de ça, il le déifie, c'est-à-dire qu'il est prêt à l'idolâtrer, et c'est quelque chose qui met vraiment mal à l'aise Baylor. Donc Baylor, vous savez déjà, lui, le côté Dieu, c'est quelque chose qu'il rejette, hein. Même s'il est du côté du chaos, qu'il suit plutôt le seigneur Serafax, eh bien, il n'a pas prêté allégeance aux créatures du Warp, aux dieux du chaos. C'est pour ça que lui-même est pur, il n'a aucune mutation, contrairement à tous les autres seigneurs, typiquement Markog et d'autres seigneurs que je vais vous présenter juste après. Donc, quelque chose qui l'a aussi toujours intrigué, c'est pourquoi Markog était à ce point en adoration devant Serafax. Alors lui-même reconnaît les qualités bien sûr de Serafax, et il a fait le serment de le servir jusqu'au bout. D'ailleurs, on verra si ce serment tiendra la route quand il va rencontrer un nouveau Lionel Johnson. Ça, c'est une question qu'on peut raisonnablement se poser. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Baylor, lui, eh bien, dans sa philosophie, même si on suit un chef, eh bien, on doit pouvoir être capable de remettre en cause ses décisions, tout simplement parce que sinon le dirigeant va avoir tendance naturellement à écouter de plus en plus son ego et à faire des choix qui ne sont pas les meilleurs choix tactiques et stratégiques. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc Baylor fait son rapport, donc la planète a été reconquise par l'Imperium, et là bien sûr les seigneurs et conseillers qui sont autour de Serafax, tout de suite, bon, bien sûr Baylor, tu les as détruits, tu as repris possession de la planète. Et Baylor de répondre, l'œil de la malveillance, donc son vaisseau n'était pas suffisant pour se mettre à lui seul une planète. Et là, bien sûr, stupeur auprès des seigneurs, car on ne peut pas revenir comme ça et la queue entre les jambes devant le seigneur Serafax. Donc Varkan, le rouge, un des seigneurs, alors lui, on le décrit dans une armure Terminator, et son point tronçonneur, en fait, est une sorte de langue avec des crochets, en fait, qui tournent, des yeux qui sortent des mécanismes. Donc, alors, est-ce qu'il a encore un visage ou pas? En tout cas, il s'exprime de par son gantelet tronçonneur. Donc ça, c'est assez amusant comme conversion, comme terre de figurine. Je pense que ça peut être assez sympa à réaliser. Et Baylor de répondre, mes troupes auraient été perdues et j'aurais été dans l'incapacité de vous délivrer cette information. Korn ne se soucie peut-être pas de couler le sang, mais je préfère conserver un semblant de jeu tactique, dit-il avec un mépris qui bien évidemment fait réagir Varkan. Donc
Comme Baylor se tient prêt, évidemment, parce qu'il se sent menacé au milieu de cette assemblée, il distingue en fait les signes avant-coureurs qui vont provoquer une attaque. Et Varkan, bien sûr, vient pour essayer de le décapiter, donc il envoie son poing tronçonneur. Baylor a anticipé, il a juste le temps de reculer. La langue tronçonneuse passe juste devant son casque, et lui, en fait, virevolte simplement, tire 2 bolts dans la jointure de l'armure Terminator. Malgré tout, Varkan se retourne, et au moment où il se retourne, il se trouve nez à nez avec un bolt qui lui arrive en pleine figure, car il n'a pas mis son casque, et Baylor en a profité. Malgré tout, la scène se retrouve figée. Baylor sent une douleur en lui électrique, il ne peut plus bouger, il a le bras tendu avec son bolter. On voit le bolt qui est suspendu dans l'air, même si il crachote encore les énergies de propulsion, parce que les bolts, ce sont des projectiles propulsés, mais malgré tout, il n'avance pas, il n'arrive pas à lutter contre la force qui est devant lui, et Varkan se calme parce qu'il prend conscience aussi que lui-même ne peut plus bouger et qu'il est sur le point de mourir parce qu'il a ce bolt qui est à quelques centimètres de son visage, donc il sait que la mort est là, et on a Serafax qui intervient. « Baylor, je ne t'ai pas donné l'autorisation de tuer Varkan. » Et là, Baylor lui répond aussi assez difficilement. Je note aussi que vous n'avez pas non plus interdit à Varkan de me tuer. Et là, Serafax lui répond « Mon ami, si j'avais cru qu'il avait la moindre chance de faire le poids contre toi, je serais intervenu. » Donc au bout d'un moment, évidemment, le bolt finit par ne plus cracher son propulseur et simplement, il se met à tomber. Là, Serafax les libère et bien sûr, Baylor reste sur ses gardes. Il garde le pistolet bolter pointé sur la tête de Varkan. Varkan, bon, comprend qu'il ne va pas retenter sa chance parce que Baylor est bien supérieur. Donc, il reprend son calme derrière Serafax. Une fois que Baylor abaisse aussi son arme, eh bien Serafax se lève et il leur dit « L'Imperium est divisé. Nous avons pu forger notre empire naissant en exploitant l'isolation des mondes qui le composent. Une planète s'est libérée de notre joug. Eh bien, je comprends la rage que cela suscite en vous. Mais la question qui me taraude, c'est comment y sont-ils parvenus? Et oui, qu'est-ce qui a permis au peuple de Carnasse, l'une de nos premières conquêtes, de se soulever? S'agit-il d'un relâchement coupable de notre garnison? La planète a-t-elle reçu des renforts? Ou bien a-t-elle été reconquise par des forces externes? Ces facteurs sont-ils de nature à affecter les autres mondes qui se trouvent actuellement sous notre contrôle? Eh bien, ce sont toutes ces interrogations auxquelles il va falloir répondre. Et Serafax, justement, soutient encore une fois Baylor et lui dit « Tu as bien fait de revenir afin de nous apporter ces informations, car au-delà de cette planète-là, eh bien, c'est tout notre empire qui peut être mis en péril. » Alors malgré tout, Serafax pose la question très calmement à Baylor. « Je t'ai demandé de découvrir ce qui s'est passé. Je t'ai accordé ma confiance. Est-ce que j'ai eu raison de le faire? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait faire, à savoir détruire ce qui devait être détruit ?» Baylor lui répond que oui, effectivement, tout ce qui est le projet Rage Sanguinaire a été détruit, il n'y en a plus aucune trace. Donc c'est le projet qui était en rapport avec la soif rouge des Blood Angels. Vous vous rappelez, ils étaient en train de faire des tests sur des descendants des Blood Angels. Donc ça a été détruit, l'Imperium n'a pas pu récupérer d'informations dessus. Déjà, ça c'est une bonne chose pour les forces des 10 000 dieux. Et ensuite, eh bien, il y a quelque chose qui tracasse Baylor, et il va le révéler parce qu'il ne peut pas le cacher, et malgré tout le temps qu'il a passé à essayer de savoir comment le présenter à Serafax, eh bien, il trouve qu'au final, la meilleure façon de le faire, c'est de tout simplement dire la vérité la plus brute. Et donc, il dit au Seigneur Serafax, une chose m'a troublé, c'est qu'ils ont dit combattre pour le lion. Et ils ont dit pas au nom du lion, mais pour le lion. Et cette différence est très significative. Et donc, bien sûr, Serafax, lui aussi, c'est un enfant, c'est un fils de Lionel Johnson. Il était aussi dans le chapitre des Dark Angels, pardon, dans la Légion des Dark Angels à l'époque. Et bien sûr, eh bien, ça aiguille un peu sa curiosité. Donc, Baylor réfléchit et se dit, mais j'ai vraiment repassé l'enregistrement et je suis vraiment étonné qu'il nous parle du lion. Pourquoi? Parce que jamais, quand j'étais là à l'époque pour conquérir cette planète de Carnasse, jamais je n'ai entendu parler de Lionel Johnson. Alors peut-être Sanguinus, oui. Pourquoi? Parce que sur cette planète, il y avait des descendants des Blood Angels. Donc forcément, on va toujours essayer d'aller chercher les divinités, les primarques, essayer de prendre un petit peu de leur gloire et de se l'approprier. Donc on a entendu parler de Sanguinus. Alors oui, l'empereur, certes, bien sûr, l'Imperium va toujours citer l'empereur pour l'empereur, mais pour le lion, on n'avait jamais entendu ça avant. Et dans toute l'histoire de la planète de Carnasse, il n'y a jamais eu trace des Dark Angels. Donc aucune raison valable
pour que ses habitants, à un moment donné, se revendiquent comme combattants pour le lion, et pas au nom du lion, ni pour l'honneur du lion, mais vraiment pour le lion, donc dépendant de ce primarque-là. Donc parmi les seigneurs chaotiques qui sont là, bien sûr, aucun ne croit ce que peut dire Baelor, parce qu'il n'y a aucune trace du primarque depuis plus de 10 000 ans. Et certains sont persuadés que les primarques loyalistes ont tous disparu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ceux qui suivent le vrai pouvoir, donc le pouvoir du chaos, qui ont pu transcender les années et survivre encore au 41e millénaire. Malgré tout, eh bien, Sérafax, lui, reste bien sûr plus éveillé, et il interroge un de ses seigneurs, il dit bah, il n'y a aucune preuve qu'il ait survécu, mais il n'y a non plus aucune preuve qu'il n'a pas survécu. Et une phrase qui est assez sympathique, c'est « l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence ». Et c'est là qu'on introduit un nouveau personnage, à savoir Jaitana. Donc lui, c'est tout simplement un ancien chapelain qui était chez les Ashenblade. Donc lui, son masque en fait facial a été remplacé par une gueule remplie de crocs. Et bien sûr, comme les chapelains, il est toujours en train d'haranguer des mélodies. Ou alors bien sûr, là c'est en version chaotique, donc c'est beaucoup plus lugubre, on va dire. Mais on entend toujours une petite voix qui est en train de faire des prières au dieu sombre. Donc lui aussi avait juré en fait allégeance à Markog dans un premier temps. Donc il a suivi Markog quand il a été avec le seigneur Sérafax au sein des 10 000 yeux. Mais maintenant, il a juste juré allégeance à Sérafax et il a délaissé en fait le commandement de Markog aussi pour se hisser en fait tout simplement dans les strates de commandement. Enfin, on imagine bien qu'au sein des forces chaotiques, forcément on va toujours essayer d'atteindre l'échelon un petit peu plus haut, et donc Jaitana redemande mais es-tu vraiment sûr que le lion est quand même s'il était là, est-ce qu'il pourrait poser un souci pour nos forces? Et là Sérafax le regarde durement et lui dit écoute, nous-mêmes nous ne sommes que l'ombre de ce que furent les primarques. Moi-même, avec Baelor, nous avons combattu aux côtés d'un primarque. Toi, tu ne les connais pas, tu es beaucoup trop jeune pour savoir ce qu'est un primarque. Et je peux te garantir que la force d'un primarque est colossale et que son destin va rejaillir sur tout ce qui l'entoure. Et que s'il décide de prendre un monde, ce monde tombera, quelle que soit la force qu'il y aura autour. Et c'est une très bonne chose pour nous. Donc Jaitana remporte un peu son attention sur Baelor et lui dit « J'ai l'impression d'entendre des jérémiades d'un enfant qui entend le nom de son père. » Et là, bien sûr, Baelor lui répond « Moi, au moins, je connais l'identité de mon génocidaire. Toi, tu es le fils de personne. Tu ne sais même pas de qui tu descends. » Évidemment, ça va énerver Jaitana, donc il commence à activer son Crosus. Sérafax, encore une fois, le regarde et il réussit à imposer par sa volonté le calme à ce seigneur du chaos. Et Sérafax s'approche de Baelor et lui dit « Mais mon ami, pourquoi prends-tu la peine d'énerver autant et de provoquer autant de conflits autour de moi ?» Et Baelor lui répond « Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir été à la hauteur et d'avoir trahi votre confiance. Mais je n'accepte pas qu'autrui prononce une sentence qui n'appartient qu'à vous. » Et oui, parce qu'en fait, il sait qu'il a fait le bon choix, mais malgré tout, il doute au fond de lui. Il n'a jamais, rarement connu l'échec. Un des seuls échecs qu'il a connu, c'est justement contre Lionel Johnson, à l'époque, quand il était sur Caliban, et qu'il a dû fuir contre la fureur du retour du lion. Et depuis, il se pose les questions, et là, le fait d'avoir fui à nouveau, alors qu'on a invoqué le lion, il se dit, mais au fond de moi, est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix et je voulais prévenir Sérafax et il ne fallait pas que je me sacrifie, ou est-ce que peut-être évoquer le nom du lion, ça a pris un pas sur ma décision et ça a pesé dans la balance. Donc c'est quelque chose qu'il a du mal encore à digérer, forcément, parce que quand on a des plaies ouvertes, on sent en fait, et ça dans ce roman c'est vraiment très 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 présent, c'est tous ces personnages qui ont un vécu, un vrai background, avec des cicatrices. Même le lion, il a ses cicatrices en lui, et il n'y a peut-être que Sérafax, pour l'instant, qui est au-delà de ça, qui a accepté son destin et pris, en fait, regarde plus vers le futur, avec une vision d'un monde qu'il peut façonner, alors que Baelor, c'est plus retourné vers le passé. Lui, il n'a pas évolué, il a simplement que suivi Sérafax, il n'a pas prêté allégeance au nouveau dieu, il pense à ses échecs, il pense qu'il est un déchu, etc. Et ça c'est vraiment très intéressant dans ce livre. Donc on verra là aussi ce que Sérafax va pouvoir apporter dans la narration, mais ce contraste justement avec tous les autres personnages, je trouve que c'est vraiment très riche et que ça enrichit vraiment très bien le roman. Donc Sérafax continue et il dit:
à partir du moment où on parle d'un Primark, eh bien pour moi rien n'est impossible. Certes, on pourrait penser que c'est impossible, que depuis 10 000 ans, il puisse ressurgir maintenant, mais c'est un Primark, donc je ne mettrai jamais le mot impossible en face d'un Primark. Et encore une fois, ça peut être une chance pour nous. Donc Varkan, bien sûr, se demande pourquoi Serafax sourit. Eh bien, Serafax lui répond « Parce que je considère cela comme une opportunité dont nous devrons nous saisir avec précaution, certes, mais une opportunité malgré tout. Il me resterait difficile d'accéder en l'empereur, quand bien même avec de puissants héros de l'Imperium à mes côtés, mais par contre, avec un Primark, en revanche, cela serait totalement différent. » Et là, on voit à quel point Serafax est extrêmement ambitieux, parce que le retour de Lionel Johnson, pour lui, qui est quand même son Primark d'origine, eh bien, il ne voit pas ça comme peut-être une punition ou une menace, mais comme une opportunité, et il est tellement ambitieux qu'il imagine qu'il pourra, eh bien, utiliser la puissance de cette arme, parce que c'est une arme, un Primark, eh bien, il pourra l'utiliser pour atteindre directement l'empereur. Donc j'avoue que j'ai du mal à imaginer comment il pense pouvoir atteindre son but, parce que lui-même est parfaitement conscient de ce que c'est un Primark. Parce qu'on pourrait très bien imaginer un seigneur de guerre qui n'a jamais vécu à l'époque des Primarks, et puis qui se dirait « Oui, certes, un Primark, ce ne sont que des légendes, je pourrais y accéder, je pourrais le plier à ma volonté, avec toutes mes flottes, ma puissance, mes Space Marines, etc. » Mais là, lui, il a vécu, il a combattu au côté de Lionel Johnson, et malgré tout, et Lionel Johnson en plus, c'est quelqu'un d'extrêmement inflexible. C'est pas comme peut-être Fulgrim, où on pourrait se dire, mais oui, mais en partant dans les extrêmes, on peut aiguiser, on peut tirer sur une corde justement pour essayer de l'influencer. Là, Lionel Johnson, c'est le plus inflexible dans tous les Primarks. Il y en a d'autres peut-être, mais vraiment, c'est un de ceux qui est, on va dire, le plus taciturne et le moins sensible peut-être à la tentation. Donc, j'avoue que je me pose vraiment la question, qu'est-ce qui lui permet d'affirmer qu'il va pouvoir utiliser Lionel Johnson? On aura la réponse bientôt, mais en tout cas, ça c'est vraiment très très aguicheur. Donc devant l'aplomb de Serafax, et bien forcément, les autres seigneurs prennent conscience qu'en effet, c'est possible, peut-être que Lionel Johnson est vraiment revenu. Et c'est là qu'arrive un homme bête assez trapu. Donc les plus jeunes parmi les seigneurs commencent à mettre leurs mains à leurs bolters, à leurs armes, etc. Serafax les regarde, bien sûr, donc ils ne vont rien faire, mais ils sont tous étonnés qu'un homme bête comme ça, un simple serviteur, vienne interrompre une réunion du plus haut seigneur. Et en fait, simplement, l'homme bête leur dit « Nous avons reçu un message de l'Empire 1, donc du Warp. Nous avons l'Imperium qui crie à qui vouloir l'entendre le message suivant, le lion est ici. » Et voilà. Donc ce message, eh bien c'est le message qui a été envoyé par Lionel Johnson. Alors Lionel Johnson, on l'avait prévenu, je n'ai pas parlé dans le chapitre précédent, mais vous saviez, l'oracle qui avait sondé son esprit pour avaliser le fait que c'était Lionel Johnson, lui avait dit aussi, mais monseigneur, si vous prévenez un peu de votre retour, forcément les puissances du chaos, les puissances de la ruine, elles maîtrisent parfaitement le Warp, donc elles vont savoir que la planète Avalus justement s'est rebellée, ou en tout cas a cette puissance, et que vous êtes sur cette planète-là, et c'est ce qui arrive, les 10 000 yeux ont l'information, Lionel Johnson est revenu et il est sur la planète d'Avalus. Et Lionel Johnson avait dit, mais ne t'inquiète pas, mes compétences elles-mêmes ont été avalisées par Terra et l'empereur de l'humanité, donc ça devrait bien se passer. Donc on a ce plan qui se met en place, donc le lion veut attirer les forces des 10 000 yeux, enfin il ne sait pas encore exactement que ce sont les 10 000 yeux, mais en tout cas il veut attirer les chaotiques à lui pour que justement il puisse mener ce combat, il puisse éradiquer cette force qui empêche l'Imperium d'être libre. Serafax, lui, quant à lui, eh bien, c'est la validation, à partir du moment où on se dit, mais peut-être qu'en effet, le lion est revenu, et puis, une information arrive d'un côté, d'une autre planète, et on dit, oui, le lion est revenu, bon là, voilà, c'est ce qu'on appelle des faisceaux de preuves. Alors, ça ne prouve pas que le lion est revenu, mais quand même, là, il y a quand même fort à parier que c'est le cas. Et donc, les 10 000 yeux eh bien, vont s'orienter vers cette planète d'Avalus. Donc, le chapitre 15 s'arrête ici. Je vais aller continuer à lire le chapitre 16 pour voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, les choses se mettent en place et c'est assez important, justement, d'avoir cette vision. Donc, on sait que sans doute, sur la planète Avalus, il y a un autre déchu qui se cache. Donc, ça va être le travail de Lionel Johnson de le retrouver. Baylor, lui,
je sais pas, vraiment je me pose la question, est-ce que Baylor va passer du côté à nouveau loyaliste, il va rompre son serment pour Serafax pour aller vers Lionel Johnson? C'est assez étonnant parce que tout comme Zabriel en fait, vous savez, il a cette rancœur face à Lionel Johnson parce que Lionel Johnson est revenu le punir et éradiquer tous les Dark Angels qui étaient restés fidèles, mais qui étaient restés sur Caliban. Donc, eh bien, c'est la même chose pour Baylor. Il a cette vision encore, on l'imagine, du seigneur Lionel Johnson qui revient pour, eh bien, éradiquer ses enfants, ses fils. Donc, c'est pour ça qu'il est parti avec Serafax. Est-ce que le fait de le revoir, ça va bien sûr rouvrir ces plaies-là? Est-ce qu'il va se déchaîner, ne jamais pardonner, protéger Serafax quoi qu'il arrive? Est-ce que Serafax peut se retourner, enfin pour tourner sa vexe et retourner du côté de Lionel Johnson? Non, ça honnêtement, je ne le crois pas. En tout cas, c'est vraiment pas le pronostic que moi je ferais. Par contre, sur Baylor, là vraiment, je suis intrigué. Je pense qu'il y aura un côté vraiment très... Alors, je vous rappelle, hein, je n'ai pas lu la suite, hein, je le fais vraiment au fur et à mesure. C'est ce qui me permet justement de me projeter et d'avoir un peu ces fantasmes sur ce que pourrait être la suite du roman. Moi, je vois bien un combat un peu mélodramatique justement avec Baylor qui voudrait rester fidèle à sa parole au-delà d'essayer d'avoir le pardon en fait de Lionel Johnson. Je pense que ça pourrait vraiment être assez riche et puis assez intense en émotion. Et c'est quelque chose qui est vraiment bien amené et dont on n'a pas forcément l'habitude. En fait, souvent dans Warhammer 40 000, vous avez je suis fidèle à l'empereur, quoi qu'il arrive, je ne changerai pas. Et on a cette sorte de vérité ou alors les dieux du chaos sont les plus puissants et si tu ne te plies pas à leur volonté, c'est toi qui es dans l'erreur car ils donnent la puissance, etc. On a toujours ce côté un peu manichéen, mais il n'y a pas de source profonde à cette fidélité, à cette volonté en fait de suivre un chemin, alors que là, avec Baylor et Zabriel, on a quelque chose qui est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus réel, en fait, beaucoup plus consistant, parce que eux-mêmes, ils étaient loyaux à l'empereur. Pourquoi? Parce qu'on les avait fait comme ça, et à un moment donné, eh bien, il y a eu cette trahison qu'ils ont vécue comme une trahison, parce que le lion les a laissés sur Caliban, sans leur expliquer pourquoi, et à un moment, il est venu les tuer, avec cette volonté, avec cette rage même qu'il avait de se venger, mais ils ne savent pas de quoi. Eux-mêmes n'ont rien fait de mal, et du coup, ils sont passés de l'autre côté, mais plus contraints. Et est-ce qu'ils vont y rester ou pas maintenant qu'ils sont dans leur choix? Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on donne le choix. La plupart du temps, tous les personnages, ils ont pas le choix en fait. Ils ont été éduqués soit du côté chaotique, soit on en fait des serviteurs du chaos, soit des serviteurs de l'empereur, mais c'est assez rare que les personnages puissent se poser la question de choisir leur allégeance en fonction simplement eh bien, de leur libre arbitre. Donc c'est ce que je trouve vraiment très riche dans ce bouquin. Voilà. Donc on se retrouve pour la partie chapitre 16. Chapitre 16, alors j'ai été vraiment conquis par ce chapitre, hein, vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous le dire après, mais vraiment, je suis très content parce que là, on est au milieu du livre, à peu près. Il y a 33 chapitres, 16, bon voilà, on est à peu près vers le milieu. Et honnêtement, je trouve ça très agréable à lire, c'est très bien écrit. Bon, c'est écrit par un Mike, donc tous ceux qui s'appellent Mike, Michael, on sait qu'ils font du très bon boulot, hein, vous le savez bien. Donc voilà, c'est vraiment très plaisant, c'est très agréable, j'en suis très content. Donc voilà, c'est un merci à tous ceux qui m'avaient suggéré de lire ce roman. Donc, on se retrouve avec Zabriel. Donc Zabriel, sa mission, qui lui a été confiée par Lionel Johnson, c'est de retrouver eh bien, son frère déchu, hypothétiquement. Alors, pour Zabriel, eh bien, il y a encore du doute, en fait, parce que alors, même si on met de côté le fait que le lion soit revenu, qu'eux-mêmes aient voyagé à travers des forêts de Caliban, qu'ils aient changé de monde de par ce biais-là, bon, il y a le warp qui existe, que les humains essayent d'expliquer sans vraiment le comprendre, pourtant on l'utilise régulièrement. Bon, Zabriel est habitué à être dans ce flou un petit peu logique, mais cette logique du lion de se dire que parce qu'ils ont voyagé ici, forcément, il y a des déchus, c'est parce qu'il y a cette raison-là. Quelque chose qu'il a encore du mal à apprécier, mais bon, en tout cas, il lui a demandé, mais pourquoi rechercher donc ces enfants? Eh bien, c'est parce que le lion, en fait, a avoué à Zabriel qu'il a besoin d'eux. Alors, je pense qu'il y a deux aspects là-dedans. Il a besoin d'eux, bien sûr, parce que ce sont des Space Marines, et que des Space Marines, c'est une force incroyable, et qu'un Primarque seul peut faire d'énormes choses, mais imaginez quand il est mis justement en adéquation avec ses fils, en fait, ceux qui sont là pour le servir, c'est vraiment l'essence même d'une force Space Marine. Donc, il a besoin de cette force-là, et puis,
aussi plus profondément parce que sans doute il a besoin aussi d'être entouré de ses fils, il a besoin peut-être de s'expliquer et c'est là où on retrouve cette figure assez paternaliste avec le lion qui peut-être a besoin de savoir où il en est et où en sont ses enfants. Je trouve encore une fois que c'est très bien amené, très profond encore une fois pour le personnage. Donc eh bien Zabriel va à l'encontre justement de ce déchu. Alors le problème c'est que ce que disait Zabriel aussi, c'est que bon Seigneur, il y a très peu de chances que, même si je trouve un déchu, qu'il vienne vous rejoindre, en fait, tout simplement. Repensez à la première interaction que nous avons eue. Dès que je vous ai vu, j'ai voulu vous tuer sans sommation. Donc, il y a de fortes chances que, eh bien, au minimum, un autre déchu réagisse au moins de la même façon. Lionel Johnson balaye ça d'un revers en disant ne t'en fais pas, de toute façon, c'est dans l'ordre des choses, je retrouverai mes fils et j'ai besoin de juger de leur allégeance présentement, savoir s'ils ont choisi la voie du chaos, s'ils sont restés plutôt sur la voie de l'Imperium pour leur donner peut-être justement cette absolution que vous le savez, hein, parce que bon là on lit une sorte de prémisse, hein, mais on sait évidemment dans Ark of Omen ce qui s'est passé un peu après. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est Zabriel qui va devoir essuyer peut-être ce premier contact et que forcément, s'il y a une balle qui doit partir, ce sera forcément pour lui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on se dit, mais comment Zabriel, dans ce monde complet, comment pourrait-il retrouver un déchu? Eh bien, on nous apprend que les déchus ont des moyens de communication. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors, Zabriel nous dit, nous ne sommes pas les déchus une sorte de force cohérente, et ça c'est vraiment très important parce que cette information on l'a pas vraiment eu en fait depuis des dizaines d'années, depuis plus de 20 ans que je suis le lord de Warhammer 40 000. J'ai toujours cru en fait que les déchus c'était une organisation un peu secrète forcément, mais une organisation et pas juste en fait des individus isolés. Alors que là, on a vraiment cette présentation que ce sont des individus isolés. Alors Zabriel le dit lui-même, nous ne sommes pas intimement liés à la trame de l'Imperium, ou en tout cas cachés au sein de l'Imperium avec des desseins maléfiques et des plans, nous sachons. Mais en fait, peut-être en tout cas que cela peut exister, mais en tout cas lui-même, si ça existe, n'en fait pas partie. Après, rien ne lui dit que, il n'y a pas des déchus qui se sont regroupés pour essayer de fomenter des actions contre l'Imperium, mais en tout cas, ceux qu'il a rencontrés, et ils sont au nombre de 2, je vous en ai déjà parlé dans les chapitres précédents, ne faisaient pas partie d'une grande organisation. Malgré tout, le premier qu'il a rencontré lui a appris en fait comment communiquer et comment laisser en fait des traces de son passage pour que, leurs frères perdus, qui eux aussi voyagent à travers les différents mondes de l'Imperium, se sentent moins seuls, tout simplement. On laisse un peu une trace comme ça de son passage, et les déchus ont ce moyen de communication. Alors ce moyen de communication, c'est tout simplement utiliser des graffitis ou des gravures, des symboles en tout cas, et ces symboles sont assez particuliers, c'est des symboles qui sont utilisés par les Dark Angels avant qu'ils soient retrouvés par Lionel Johnson, donc tout simplement des symboles qui datent vraiment des tout premiers temps, et on s'en doute bien, Lionel Johnson ne doit pas être au courant de ces traditions-là. Alors, on peut imaginer après qu'un Primarque peut être au courant de tout, etc. Mais en tout cas, l'idée est bien là, c'est qu'on ne va pas utiliser des symboles de Caliban, mais on va utiliser des informations des Dark Angels avant, justement, qu'ils soient trouvés sur Caliban. Parce que, je vous le rappelle, mais c'est que les Dark Angels ont été formés sur Terra à l'origine. Et après, ils ont évolué dans la Grande Croisade, et après, ils sont arrivés et se sont implantés sur Caliban. Donc, toutes les traditions de Terra, c'est justement ce que vont utiliser les déchus. Alors, vous me dites un symbole, c'est bien gentil, mais comment retrouver un symbole justement sur cette planète? L'idée, c'est que le lieu le plus emblématique de la culture impériale, donc c'est-à-dire la cathédrale la plus immense, c'est autour de cet endroit qu'on va avoir ces informations, si jamais un déchu est passé dans le coin. Donc, il va trouver Zabriel cet endroit-là, et après, on nous dit bien que, c'est pas aussi simple que de laisser simplement un petit graffiti sur la cathédrale, parce que forcément,
simplement. Déjà, ce serait une preuve blasphématoire que l'individu pourrait se faire arrêter ou ce genre de choses. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que Zabriel, il évolue de nuit, c'est plus simple, mais sans son armure, forcément, parce que déjà un post-humain, c'est beaucoup plus grand qu'un humain classique, donc ça ne passe pas inaperçu. Mais si en plus il avait son armure, alors là, bien sûr, il attirerait plus que l'attention. L'idée des déchus, c'est bien sûr de ne pas attirer l'attention. Alors, on peut aussi se poser la question, mais comment un Space Marine, même sans son armure, peut passer inaperçu? Eh bien, en fait, recouvert d'une capuche, recouvert de drap un peu marron, eh bien, il peut passer, en fait, pour un serviteur avec des augmentiques, tout simplement. Donc, un serviteur qui a été génétiquement modifié ou mécaniquement modifié, plutôt, pour, eh bien, avoir des muscles hypertrophiés, donc avoir une carrure assez proche de celle d'un Astartes. Donc, il est obligé, évidemment, d'être plus maladroit, d'avoir une démarche plus lente que ce qu'il aurait naturellement pour justement ne pas attirer l'attention et parfaire en fait ce déguisement. Et on nous dit que c'est un déguisement qu'il a souvent utilisé et que souvent les déchus justement utilisent cette façon de faire. Alors les Space Marines, ce sont avant tout des armes, des guerriers, donc c'est quelque chose qui est assez difficile pour eux l'infiltration, contrairement à certaines légions, on peut penser à l'Alpha Légion, etc. ou d'autres, mais là en tout cas pour lui, on nous dit que c'est quelque chose qui est très difficile pour lui, l'infiltration, mais que, eh bien, contraint de devoir l'utiliser, il a su se spécialiser et que, bah voilà, forcément, il se débrouille pas trop mal. Donc, il continue à évoluer et autour de cette cathédrale, l'idée, c'est que les déchus se mettent comme point d'orgue d'aller à un endroit où on a justement le plus grand culte de l'empereur et autour de ce bâtiment, essayer de trouver justement une marque, parce que c'est beaucoup plus facile déjà, encore une fois, d'apposer une marque discrètement sur quelque chose qui est loin. Et voilà, donc Zabriel arrive devant la grande cathédrale. Il y a deux bâtiments qui sont vraiment à l'opposé de la cathédrale. Donc d'un côté, il a une morgue, donc là la morgue c'est plutôt pratique, qu'elle soit juste à côté de la cathédrale. Et de l'autre côté, on a une sorte de petit magasin qui vend de l'alcool, des choses comme ça. Et il va regarder d'abord sur la morgue. Bon, pas trop d'informations. Il va regarder ensuite du côté de la petite boutique d'alcool et là, il trouve justement un symbole. Donc parmi tout un tas de symboles, il a un rond avec 3 barres. Une barre verticale, 2 barres diagonales et qui sont chacune avec une petite garde qui forme une épée. 3 épées, c'est une hoste assez célèbre des Dark Angels. Je me rappelle plus le nom, je vais la chercher. L'hoste des lames, voilà, c'était facile, mais je l'avais oublié. Donc c'est le symbole de l'hoste des lames qui était la plus grande justement avant que les Dark Angels ne soient réunis avec leur primarque. Et ce symbole-là, entouré d'autres petits symboles discrètement, leur position, leur nombre, eh bien, donne des informations à Zabriel pour savoir où il doit aller pour continuer justement sa quête de recherche de déchus. Donc il va avoir ces informations-là, il avance. Alors malgré tout, il sait que ce n'est pas sans faille. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des déchus, peut-être, sur cette planète. Ça ne veut pas dire qu'ils sont encore présents, mais ça peut vouloir aussi dire que si jamais ses petits frères, alors j'aime bien quand il appelle toujours les Dark Angels de l'époque, les Dark Angels modernes, ces petits frères, eux, ils ont la quête, bien sûr, des déchus, et on peut totalement imaginer que, eh bien, les chapelains investigateurs aient réussi à soutirer ces informations et ce mode de communication propre aux déchus, et que les Dark Angels, bien évidemment, le mettent en place pour attirer les déchus vers des pièges. Ça, c'est assez facile à imaginer. Alors, on voit que Zabriel est très conscient aussi de ce qui se passe et que la traque des déchus, c'est quelque chose qu'il a dû subir et qu'il a déjà été sans doute confronté aux Dark Angels. Et voilà, il y a toujours vraiment ce spectre, en fait, que eux, en fait, les déchus, sont traqués par les Dark Angels et que c'est sans doute le plus grand problème qu'ils ont actuellement. Donc il a le doute, mais de toute façon, bon là il n'a pas le choix, donc il va continuer à trouver en fait ces petits symboles, donc d'autres symboles l'amènent à un endroit, etc. Passe ça, il arrive dans un endroit où il y a beaucoup de tags de gangers, etc. Et il voit qu'un des symboles en fait a été recouvert par un tag et a été regratté derrière. Donc cette information elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'il arrive à savoir que c'est quelque chose qui a été fait récemment. Ce qui veut dire que Lionel Johnson a vu juste et qu'en effet, il y a potentiellement alors soit un déchu, soit justement des Dark Angels qui sont en train de tendre un appât justement à un déchu. Donc il arrive et puis le plus simplement du monde, en fait, il frappe à la porte. Tac, tac.
Et alors, c'est assez amusant parce qu'il dit, après on est là, en fait, on n'a pas de phrase codée, de mot de passe ou de façon de frapper la porte. On va simplement frapper à la porte. Et puis il se dit que de toute façon, autant il peut passer pour une sorte de serviteur aux yeux d'un simple humain, autant un autre post-humain et un de ses frères des Dark Angels va forcément le reconnaître directement. Donc il entend simplement un petit bruit. Si tu bouges, tu es un homme mort. Et tout de suite, il reconnaît le timbre d'un Space Marine. C'est dit aussi suffisamment bas pour qu'il n'y ait que les sens surhumains d'un Space Marine qui puissent entendre ce langage. Donc, il en déduit beaucoup de choses. Ça, c'est assez intéressant. C'est que dès qu'il entend la voix, il sait déjà que, eh bien, il y a un Space Marine derrière lui. Il sait qu'il est menacé. Il sait qu'il est tenu en joue, même si lui-même ne peut pas voir d'où ça vient. Il sait simplement, en entendant en fait l'origine du bruit, que sans doute en haut de la fenêtre il y a quelqu'un. Maintenant, on peut pas se retourner. Alors bien sûr, il a ses armes sur lui, mais il sait que s'il dégaine, il est mort. Pourquoi? Parce que un Space Marine n'utiliserait pas, ne gaspillerait pas plutôt l'avantage d'avoir pu mettre en joue un autre frère Space Marine sans être parfaitement sûr qu'il pourrait le tuer avant que lui-même justement puisse atteindre ses armes et répliquer. Donc il nous parle aussi un petit peu de ce qui s'était déjà passé en fait avec ses rencontres avec ses précédents, enfin avec les précédents déchus, les deux personnages donc qu'il a quittés parce que bon voilà, ils avaient décidé mutuellement que leur chemin devait se séparer et bien il se dit que en fait ils s'étaient rencontrés plus ou moins inopinément et qu'ils avaient failli s'entretuer, forcément. Et que c'est juste en prenant conscience de leur nature profonde, à savoir qu'ils étaient des enfants de Caliban, que ils avaient échappé justement au fait de s'entretuer. Là, le fait est que il était mis en joue. Alors déjà, première information aussi, c'est qu'il n'est pas mort. Et le fait qu'il n'est pas mort, c'est que, voilà, ça lui donne une information, mais au final, il se dit, cette information est intéressante, mais elle ne me permet pas de déduire si je suis avec un déchu. Pourquoi? Parce qu'un déchu, il va bien entendu l'interroger pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que peut-être c'est un espion Dark Angel? Et à l'inverse, si c'est un Dark Angel qui est en train de le traquer, eh bien on ne va pas l'achever directement maintenant, au contraire, on va essayer de l'attirer vivant pour lui soutirer des informations sur les déchus et les chapelains investigateurs vont se faire un plaisir d'essayer d'en apprendre le plus possible. Donc, n'a pas beaucoup plus d'informations. Après, un autre passage qui est vraiment très intéressant, et moi c'est ce qui me plaît, c'est parce que ça donne en fait des informations sur ce que c'est de vivre au cœur Antonio Ménard en étant un déchu. Donc il nous dit, sans doute un Space Marine a l'habitude d'être tenu en joue, mais c'est une situation que lui vit différemment. Pourquoi? Parce qu'un Space Marine qui est tenu en joue, de façon imminente, il va y avoir une mort. Donc soit sa propre mort, soit la mort de la personne qui est en train de le tenir en joue. Mais pour un déchu, étant donné qu'en fait ils se font passer pour d'autres et qu'ils essaient de cacher leur identité, puis ils savent pas forcément en face de qui ils sont habitués plutôt à attendre un petit peu, à essayer de jouer là-dessus, et lui-même raconte à un moment donné où il avait été pointé, et puis au final il avait réussi à retourner la situation davantage, faire semblant justement d'être soumis par cette arme qui était devant lui. Alors finalement il a fini par retourner la situation, et en fait cette façon d'évoluer, elle est vraiment très typique d'un déchu, contrairement à un Space Marine, et tous les Space Marines vont agir vraiment différemment, c'est-à-dire qu'on les pointe, soit la personne est suffisamment rapide ou supérieure martialement, elle va tuer le Space Marine, ou soit le Space Marine va faire ce qu'il est, être un Space Marine, et réussir à désarmer l'adversaire, lui casser le bras, lui broyer le bras, lui mettre un bol dans la tête avant qu'il ait réussi à réagir, etc. Donc, cette information, on continue, on va essayer de voir ça un peu plus loin. Qui parle? Dit Zabriel. Et la personne, à voix haute, dit « Ah, tu es donc un Space Marine. Si tu as réussi à entendre ce que j'ai dit, c'est que tu es un Space Marine. Donc retourne-toi et enlève ta capuche. » Donc, c'est assez difficile pour Zabriel, il est toujours dans l'expectative. Alors il se retourne, il enlève sa capuche et il a ce sentiment en fait de se retrouver un petit peu à la merci de son adversaire, encore un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il enlève ce morceau de tissu et il se dit mais c'est quand même étrange que simplement un morceau de tissu qui ne constitue aucune protection, eh bien je me sente si désarmé justement en l'enlevant. Et en fait ça lui
enfin, ça lui projette en fait à quel point, simplement le fait de se cacher, c'est une protection qui peut être parfois bien plus efficace qu'une protection apportée par un casque de son armure. Et voilà, il se sent assez nu de devoir enlever cette capuche. Et puis, ça lui permet de voir un petit peu l'embrasure de la fenêtre. Et alors, il ne voit personne, il ne voit pas non plus le fût de l'arme. Par contre, il voit un trou assez sombre, et ce qui est justement en fait la bouche de tir du bolter. Donc, il sait déjà qu'il est face à un Space Marine, bien évidemment aussi. Ça, il le savait déjà, il avait déjà l'information. Mais simplement, il se sent encore dans une posture qui n'est pas très agréable et il décide de reprendre l'initiative. Et pour lui, la seule façon de reprendre l'initiative, c'est de répondre à une question qui n'a pas encore été posée. Et du coup, il s'annonce. Il se dit « Je suis Zabriel de la première légion des Dark Angels. Me direz-vous à qui ai-je l'honneur ?» Et l'autre Space Marine, en le voyant, lui dit « Par le sang de l'empereur, mais tu es vieux !» Et il sent en fait que la tension et l'agressivité qu'il y avait a disparu. Alors lui, bien sûr, s'interroge « Me connaissez-vous » Parce que il se dit, bon, certes, être menacé, c'est une chose, mais être raillé comme ça, c'en est une autre. Et il a envie, encore une fois, de reprendre l'initiative. Et l'autre de lui répondre « Je t'ai formé, vieillard, allez, rentre et tu auras tes réponses. » Alors il entre et il voit devant lui un duelliste Space Marine avec une épée dégainée mais non allumée et il sait déjà qu'il y a plusieurs personnes parce qu'il entend encore les bruits de pas au-dessus de lui, donc la personne avec qui il est en train de parler est encore en train de descendre et il voit aussi que sur la gauche il y a un Space Marine en armure noire avec un fusil plasma qui est pointé directement sur lui. Alors il analyse les choses et il voit que l'équipement est assez moderne, donc sans doute il a été récupéré au fil du temps, il a l'air très bien entretenu. Après pour lui, du coup, la tension monte encore d'un cran parce qu'il se retrouve devant 3 personnes au minimum parce qu'il entend au fur et à mesure le Space Marine qui est en train de descendre des marches, celui avec lequel il a parlé, celui qui est en face de lui et puis sur sa gauche celui avec le plasma qui le pointe. Donc c'est ni plus ni moins que 3 déchus ou 3 Dark Angels qui sont juste devant lui. Alors devant 2 adversaires potentiels tenus en joue, la seule chose que Zabriel trouve à dire c'est mes frères, très humblement pour continuer dans sa présentation, pour dire qu'il est venu sans intention belliqueuse, et puis l'individu arrive enfin, descend les marches, et là il le reconnaît, et c'est l'effarement, il fait « Mais tu es Aphrax !» Et oui, Aphrax qui a été le mentor de Zabriel lorsqu'il a été formé, c'est le seigneur instructeur de Zabriel, et ce qui est très étonnant, c'est que Aphrax, lui, paraît encore très jeune, tel que dans ses souvenirs, tel qu'au moment où il l'a quitté en train de crier des ordres sur la bataille de Caliban, la bataille finale contre le lion, et lui n'a pas vieilli. Et contrairement, Zabriel, lui, a pris plusieurs années. Donc Aphrax fait ah mon frère, tu as vraiment vieilli, que s'est-il passé? Et en fait, Zabriel lui explique, moi ça fait plus de 400 ans que je suis revenu, mais toi tu n'as pas changé. Eh bien, Aphrax lui dit, moi ça fait que 30 ans que je suis là. Et puis il présente simplement ses 2 compagnons. Donc l'épéiste s'appelle Kay et celui qui le tient avec le plasma, Locke. Alors Kay se relâche un petit peu, mais par contre on voit que Locke, lui, n'a pas relâché son attention, qu'il reste menaçant avec la gâchette sur sur le lance-plasma. Et puis la question vient, on entend beaucoup de rumeurs sur le retour de Lyon. Est-ce que tu peux les confirmer? Et Zabriel tout simplement dit oui, il est revenu. Et en fait, là il est assez étonné parce qu'il s'attendait justement à devoir argumenter, mais en fait, pour les 3 Space Marines, c'est un fait. Ok, et ils acceptent cet état de choses. Alors, pour nous en tant qu'humains, j'avoue que quand j'ai lu ce passage, moi je me suis dit, il devrait poser plus de questions, dire mais oui, mais tout quoi, pourquoi, etc. Et en fait, je me suis dit, non, c'est assez intelligent de justement ne pas poser ces questions-là. Pourquoi? Parce que moi, je réfléchis en tant qu'humain, un post-humain a des capacités d'analyse bien supérieures, et en fait, il n'a pas besoin de tout un argumentaire, en fait. Il a juste besoin des faits, certaines questions, et il va tout de suite en déduire la réalité parce qu'il a une capacité d'analyse qui est bien supérieure à un simple humain comme moi. Donc, c'est vrai qu'on peut trouver ça un petit peu juste en termes d'explication, mais au final, un Space Marine n'a pas besoin de plus parce qu'il a déjà analysé tous les pesants, les statistiques, les probabilités. Donc voilà, c'est un petit passage que je voulais mettre en avant parce que je trouvais ça assez riche, justement. Et puis, bien sûr, ils ont tout un tas de questions sur le retour de Lionel Johnson. Donc, déjà, ils lui disent, mais toi, de quel côté tu es? Et en fait, Zabriel dit, mais je suis avec le lion, en fait. Je l'accompagne.
Et là, bien sûr, son mentor lui dit « Quoi, tu l'accompagnes ?» Alors qu'il est revenu, qu'il a tué, que ce soit des frères de bataille ou alors des néophytes, il a rasé la planète. Comment peux-tu te battre à ses côtés? Et tout simplement, Zabriel reste calme et simplement explique, eh bien, la première chose que j'ai fait dès que je l'ai vu, c'est que j'ai voulu le tuer. Mais je n'ai pas réussi. Et lui, par contre, en avait la possibilité, mais il ne l'a pas fait non plus. Simplement, il a cherché à discuter avec moi et à m'expliquer les choses. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment étonnant, parce que le fait que Lionel Johnson explique quelque chose, prenne le temps de le faire, je vous rappelle que Lionel Johnson, c'est celui qui est présenté comme le primarque qui ne donne aucune justification à ses actes, aucune explication. Personne ne doit remettre en cause son jugement, ses actes. Et là, le fait est que Lionel Johnson s'explique, argumente, eh bien c'est quelque chose qui déjà va peser en fait dans la balance, hein, et dans cet échange qu'on a entre ces 4 Dark Angels. Donc, eh bien Zabriel explique, il dit, eh bien, il a vraiment le sentiment que, eh bien, il a le feu, enfin, c'est la planète Caliban qui avait ouvert le feu en premier. Alors, est-ce que c'est la réalité ou pas? Certains le pensent. En tout cas, il sait, enfin Zabriel sait que Lionel Johnson en est persuadé. Que ce soit la réalité ou pas, il sait que c'est le cas. Et puis, c'est là où il y a d'autres informations. Les Dark Angels se disent, oui, c'est vrai que nos commandeurs, c'est peut-être de là que venait le problème. Luther, et oui, et Kay dit oui, Luther, je me suis toujours méfié de lui, je savais qu'il y avait quelque chose de difficile avec lui, de problématique, et c'est là où il se relâche aussi un petit peu. Donc là, on voit un peu comment les choses vont se former. On a donc Locke, celui avec le lance-plasma, qui lui reste intangible, impassible, toujours le doigt sur la gâchette, à écouter l'explication de Zabriel. On a Aphrax, qui lui est très remonté, parce que on voit qu'il en veut, qu'il a une haine en fait envers Lionel Johnson. Et puis on a Kay qui lui eh bien, est plus ouvert. Pourquoi? Parce que Kay a toujours pensé plus ou moins qu'il pouvait y avoir un doute comme ça. Et donc Aphrax de dire, mais quoi, tu vas me dire simplement que le primarque est arrivé, qu'il a détruit la planète pour un malentendu? Et Zabriel de dire, eh oui, il n'y a pas d'autre explication en fait. Simplement, il a cru que certains de nos dirigeants étaient corrompus. A priori, Luther, il avait de grandes craintes envers Luther. Et simplement, des frères qui se battaient de façon loyale, eh bien, ont été amenés à simplement essayer de survivre, à se battre pour leur vie. C'est ce qu'on nous a expliqué déjà avec Baylor et Zabriel, qui, à un moment donné, n'étaient pas du tout traîtres, mais se posaient des questions. Et quand ils ont vu le lion arriver et essayer de les tuer, ils ont simplement voulu survivre. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, Aphkar continue à poser ses questions. Il dit, mais qu'est-ce que tu recherches en fait? Pourquoi es-tu venu nous trouver? Le lion exige notre retour. Et Zabriel, encore une fois, il dit, non, le lion n'exige rien en fait. Il m'a simplement chargé de cette mission, c'est de vous demander son aide. Et là, on voit en fait quelque chose d'assez étonnant, c'est que Locke relâche son plasma et dit, mon frère, je vais venir avec toi. Alors ça surprend tout le monde. Zabriel, bien sûr, est très surpris, mais ses frères d'armes, hein, ses frères déchus, sont encore plus surpris. Et puis simplement, Aphrax demande pourquoi est-ce que tu acceptes? Et en fait, eh bien, Locke explique que depuis qu'il se bat toujours au nom du lion et qu'il a toujours cherché à traquer les créatures qui menaçaient l'humanité, mais en le faisant toujours pour le lion. Et il a toujours eu foi et confiance en la loyauté du lion, et que pour lui, si le lion était venu les attaquer, c'était que eux-mêmes avaient été à la source en fait du problème. Et puis un de ses arguments aussi, c'est de parler de la planète de Caliban. Caliban, c'est une planète qui a souvent en fait pas corrompu, mais pas forcément dans le sens chaotique, mais en tout cas c'est une planète sur laquelle il se passait vraiment beaucoup de choses. Toutes ces créatures qui étaient dans les forêts de Caliban, peut-être une notion un peu chaotique peut-être, mais en tout cas ce monde-là, il y a toujours eu quelque chose. Et puis après, si vous allez chercher les vidéos sur Ark of Omen, vous savez qu'en fait il y a Caliban n'est pas une planète quelconque, donc il y a eu toujours eu cette influence. Et pour Locke, eh bien c'est ça en fait, c'est Caliban a influencé peut-être les Dark Angels qui étaient dessus, et c'est ce qu'a senti le lion, et c'est ce qui a causé peut-être le problème. Alors Aphkar reste malgré tout dubitatif, mais Zabriel surenchérit en disant, mais de toute façon, en fait, le
le lion ne m'a pas demandé de vous traquer, le lion lui-même ne va pas vous traquer, à condition que vous ne vous mettiez pas face à lui, eh bien, il ne cherchera pas à vous retrouver. Et puis, encore une fois, nous pensions simplement trouver un seul déchu. Et étant donné que Lehok va revenir avec moi, eh bien, personne ne saura que vous existez, le lion n'ira pas chercher plus loin, et puis vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Alors, Kai, lui, prend la décision et dit, bah, si j'ai une chance de revoir le lion pour discuter avec lui de ce qui s'est passé, eh bien, je vais saisir cette chance. Après, Zabriel, je ne sais pas si je resterai avec vous, mais en tout cas, je ne veux pas manquer cette chance-là. Et ensuite, Afrax, eh bien, lui, Afrax, on sent qu'il est malgré tout renfrogné, mais il se dit, soit, allons voir le lion. Et puis après, il y a aussi ce passage dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est assez intéressant, c'est quand Zabriel découvre qu'en fait, les déchus sont 3, eh bien, il y a une pointe de jalousie qui naît en lui. Pourquoi? Parce que lui, ça fait 400 ans qu'il erre dans la galaxie, qu'il lutte dans cette galaxie qui n'est plus la sienne, parce que lui a vécu 10 000 ans avant, et qu'il essaie de survivre seul. Et en fait, cette solitude, eh bien, il se rend compte à quel point elle lui pèse, parce que quand il voit cette confrérie, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est 3 Dark Angel qui partagent en tout cas des choses, eh bien, il sent en fait ce manque. Et c'est quelque chose aussi qu'il exprime pour Lionel Johnson. Il leur dit, Lionel Johnson, bien sûr, a besoin de ses enfants, mais au-delà de ça, je pense qu'il se sent seul aussi, et qu'il a besoin de retrouver en fait ce sentiment de fraternité. Et ce qui est expliqué pour Zabriel, eh bien on le projette tout simplement pour Lionel Johnson, c'est-à-dire qu'avoir été seul aussi longtemps, forcément on a besoin de retrouver une confrérie. Et c'est pour ça que les 3 déchus décident de suivre Zabriel. Et fin de ce 16e chapitre que moi j'ai trouvé vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que on nous présente la vie d'un déchu. Ça c'est intéressant, c'est qu'on n'avait que les déchus, on les trouve dans... Enfin, on n'avait que des aspects de règles avant sur le côté narratif, alors que là, on a vraiment comment ils vivent. Déjà, on a eu quelques passages dans les chapitres précédents où on nous expliquait peut-être comment ils peuvent trouver de l'équipement. Parce que oui, on se dit, mais attends, le gars, le Space Marine, il est tout seul, certes, mais comment il recharge son bolter? Ok, il a un chargeur, 2 chargeurs, 5 chargeurs. Au bout d'un moment, comment il trouve des armes? Donc, on nous expliquait que la contrebande existait, etc. Là, il y a un chapitre aussi sur comment est-ce qu'ils voyagent. Comment est-ce qu'ils voyagent? Eh bien, simplement, ils se font passer pour des serviteurs, ce genre de choses. Souvent, ils vont graisser la patte des capitaines de vaisseau. Et puis, bien sûr, ils vont utiliser un petit peu leur carrure pour essayer de les intimider, mais pas trop, pour pas créer trop d'animosité. Et puis, surtout, ne jamais leur faire confiance et toujours descendre avant l'heure. Donc, piquer une navette pour essayer de s'échapper un moment, parce que eh bien, il a entendu des histoires justement sur des capitaines qui, même s'ils acceptaient bien sûr hein, le petit pourboire qu'on leur laissait, après, eh bien, soit ils savaient que la personne peut-être avait peut-être que la personne elle avait sa tête mise à prix, donc ils prévenaient l'Imperium. D'autres fois, ils pouvaient aussi avoir des contacts avec des esclavagistes, et que même si ils ne pensaient pas être en face d'un Space Marine, mais d'un serviteur augmentique, eh bien, il y a des utilisations. Hein, on peut imaginer que justement, il y a des familles d'esclavagistes qui trouvent que avoir un serviteur augmentique, eh ben, ça va être très utile pour différentes utilisations. Donc, ils sont payés aussi pour que les capitaines fournissent un peu comme ça des passagers clandestins. Et puis, une troisième possibilité qui n'est pas négligeable, c'est que les Dark Angel, qui sont vraiment poussés, leur seul but, c'est la traque des déchus, hein, qui déploient des moyens colossaux pour le faire. Ils ont des agents qui sont impliqués un peu partout, et bien, puissent remonter justement la piste d'un déchu, et qu'en arrivant au spatioport, eh bien, on soit accueilli par la Ravenwing ou la Deathwing. Donc, bon, en général, vaut mieux toujours ne pas aller jusqu'au bout des voyages, changer assez rapidement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et puis, leur façon de fonctionner aussi. Là, on a vu comment Zabriel fonctionnait, c'est-à-dire qu'il s'est trouvé un endroit, il s'est trouvé le protecteur, etc. On a aussi ces 3 déchus-là qui, eux, eh bien, sont restés loyalistes, hein, sans pour autant aller du côté du chaos. On a aussi Baelor qui, lui, était du côté du chaos, plus ou moins contraint. On peut imaginer aussi, et c'est ce que nous dit Zabriel, un des déchus qu'il a rencontré, lui, s'était mis à prier le Warp. Donc lui était vraiment passé du côté du chaos de façon volontaire. Et voilà, on a tout ce spectre possible de l'évolution d'un post-humain une fois qu'il ne fait plus partie en fait des Dark Angel. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, dernière chose, c'est là, on a
plein d'autres déchus. Là, on se retrouve avec 5 déchus potentiels. Moi, j'imagine très fortement que s'il y en a 5, c'est sans doute qu'il y en a qui vont y passer, hein, forcément, quand on nous présente plusieurs adversaires. Tant qu'on était sur Zabriel, Baylor, je me disais, il peut y avoir un duel entre les deux. Est-ce qu'il y en a un qui va passer du côté de Lyon ou pas? Est-ce qu'il y en a qui va se faire tuer ou pas? Je sais pas. Peut-être les deux vont survivre. Par contre, là, le fait de rajouter 3, pour moi, ça veut dire que forcément, scénaristiquement parlant, on vous fait popper des gens comme ça, avec un petit peu de background, c'est pour mieux les décapiter juste après. Donc là, je pense qu'il va y avoir des pertes du côté des déchus. Mais en tout cas, c'est pareil. Ce qui était très intéressant, c'était comment ils pouvaient se retrouver dans la galaxie, avec ces petits symboles gravés, le fait qu'ils se mettent d'accord. Ça, j'ai trouvé ça aussi très riche, en fait, parce que c'est vrai qu'on se dit, mais imaginons, vous êtes dans la ville, comme ça, comment vous retrouvez eh ben, un de vos frères cachés? Bah oui, vous allez vers la grande cathédrale, vous regardez les bâtiments symétriquement, les informations, ça vous donne une piste, etc. Et je trouve ça très intéressant. Et voilà. Donc encore une fois, très bon bouquin. Je suis très content de faire ces vidéos. Donc merci à tous ceux qui ont vu cette vidéo. Je vous rappelle que si vous voulez me soutenir, c'est comme d'habitude, c'est sur Tipeee, c'est les likes, c'est les commentaires. On reparle de ce roman dans Iggy Comeback. Hein, c'est les mardis soirs, pas tous les mardis soirs, mais je vous le mets dans le programme d'animation. Les mardis soirs sur Twitch. Et puis voilà, vous pouvez après soutenir aussi en passant par les liens d'affiliation. Ça vous coûte rien, ça vous fait même gagner de l'argent directement. Vous faites des économies chez MyUbiPlace. Et puis bah, moi, ça me permet de vivre de mon travail, encore une fois. Et puis de continuer parce que bah, vous avez envie d'avoir la suite, hein, j'espère en tout cas. Bon, merci à vous. Et puis remettez-moi en commentaire si ce type de narration qui est différent de tout ce que j'ai fait avant sur ce bouquin-là vous plaît. Moi, j'avoue que je me sens un peu plus à l'aise là-dessus. Ça coule un petit peu mieux. Alors c'est peut-être moins impliquant, moins narratif, bon, moins joué aussi, mais je me sens plus à l'aise dans quelque chose de plus expliqué plutôt que jouer un rôle plus ou moins. C'est un travail de professionnel, ça. Donc voilà. Merci à vous et à bientôt. Salut à tous.